Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le septième épisode du podcast 212 Ecos, le podcast qui résonne avec les voix inspirantes du Maroc. Aujourd'hui, c'est le septième épisode et on avance petit à petit, on grandit avec cette belle communauté. Je suis tellement reconnaissante pour tous les retours en fait que je reçois de votre part, vos mails, vos messages, vos commentaires. Aujourd'hui, je suis très heureuse, encore une fois, de recevoir une belle rencontre, une belle personne qui va partager avec nous son expérience, mais pas que. Moi, je parle beaucoup de lumière, mais c'est parce que pour moi, l'authenticité est très importante. Donc, sans plus tarder, bonjour Khadija, Khadija Benani. Merci pour ta présence aujourd'hui. Oh, bonjour Shainez et merci beaucoup pour ton invitation et pour cette introduction très touchante. Oui. Bah, comme j'ai un peu habitué ma communauté, j'ai un peu leur parlé comment on s'est rencontrés, on s'est découvert grâce au réseau. Mhm, Mais ce qui est juste incroyable, c'est qu'il s'est avéré qu'on avait plein de personnes en commun, mhm. amis, famille aussi, Oui. et les choses se sont fait, mais d'une manière tellement naturelle par la suite. Notre Alhamdoulilah. rencontre avant, notre rencontre après, on est tombées l'une sur l'autre il y a quelques jours et aujourd'hui. Donc, pour, les personnes qui ne connaissent pas Khadija, donc on va parler de parentalité, mais toi, c'est Le Parent Conscient, c'est le nom de ta page Instagram, c'est Mhm, ça? mhm. Je préfère que toi, un peu, tu me fasses l'intro que tu veux. Hmm. Toujours la question la plus difficile parce que on peut pas tout dire dans cette réponse. Qui es-tu? Je sais toujours pas. Je suis toujours en quête moi-même. Bah, bonne réponse. Mais pour la forme, je suis maman, je suis coach en parentalité consciente et, et ça fait presque 20 ans que j'accompagne les parents maintenant Waouh, OK. ouais, sur ce chemin où j'ai commencé dans le monde de l'enseignement, ensuite en accompagnement à travers le coaching et différentes approches thérapeutiques, en passant par la médecine chinoise et la méditation pleine conscience. Et puis voilà, donc j'ai petit à petit développé une approche vraiment basée sur la pleine conscience, euh, complètement validée par les neurosciences. Et j'étais formée par des psychologues de renommée internationale, notamment Dr. Shefali, Jack Cornfield. Et c'est des personnes avec qui j'ai eu énormément de résonance parce qu'il y a une alliance entre la psychologie et la spiritualité. Mmh. Voilà, donc c'est avec ça que j'accompagne les parents hem, pour avoir une expérience de parentalité, on va dire agréable. Et quand je dis agréable, c'est qu'elle n'est pas toujours, positive, elle n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours, voilà, pas toujours simple. Mais, une parentalité où on est présent, où on cultive du lien vrai, du lien Mmh. authentique et on permet à notre enfant d'éclore et être sa vraie personne, quoi. Donc c'est très satisfaisant. Mais loin de la perfection, en tout cas, je crois que c'est la première chose qu'un parent doit accepter. Tout à fait. D'ailleurs, le programme que j'ai relancé récemment s'appelle «Parents imparfaits ou békhir» parce que J'ai adoré le titre, vraiment. ouais, ouais, ouais. Il est, comment c'est tu vois, c'est tu respires, tu te dis: «Ça va, on n'étouffe pas». Ouf, ouais, exact et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne s'autorisent pas, en fait, à être imparfaits parce qu'on veut tellement bien faire et c'est tout à notre honneur de vouloir, faire mieux, d'apprendre. Aujourd'hui, on a une génération de parents qui étudie, qui lit des livres, qui fait des formations et tout, c'est super, c'est très bien tout ça. Mais c'est pas parce qu'on a lu des livres ou fait des formations ou suivi, des pages, sur Instagram qu'on va être épargné de toutes les difficultés qui viennent avec la parentalité. Clairement. C'est quelque chose, c'est un challenge humain incroyable, mais c'est aussi une opportunité incroyable de grandir. En tout cas, pour ce format aujourd'hui, ça va commencer je vais commencer à l'introduire petit à petit. Ça va être un échange entre nous. C'est pas Mmh. une interview, c'est pas moi qui te pose les questions. Tu peux me les poser toi aussi, Mmh. parce que voilà, je veux partager et même les personnes en fait que j'invite, c'est des personnes qui dans le parcours résonnent, mais dans la personne elle-même en fait avec, son énergie, regarde tellement de choses qu'on s'est dites, juste tout à l'heure, avant qu'on commence l'épisode et il y avait cet alignement et Ouais. moi, j'en parle tellement, tu sais, Khadija, dans mon travail, même avec mes patients, l'alignement, c'est quelque chose de Mmh. super important
et c'est pas un concept qu'on m'a vendu, c'est un concept que j'ai découvert dans mon propre parcours. Mmh. Et tout à l'heure, quand on a parlé de pas mal de choses, toi et moi, pareil, toi aussi, il y avait cet alignement-là. Tout à Tu fait. as parlé de spiritualité tout à l'heure aussi. On pourra aussi aborder ce sujet-là qui, pour moi, est très important. Mmh mh. Mais juste quelque chose que je précise toujours en début de mes épisodes, c'est que pas de jugement, beaucoup de bienveillance. On est là pour les personnes qui sont prêtes à accueillir, Mmh. à vouloir grandir et pas que. Il n'y a pas que cette manière avec laquelle on va grandir. Chacun y trouve son chemin là où il est à l'aise. Mais du moment que ça résonne en vous, ben on est content en fait et heureuse de vous accueillir dans Ouais, cet épisode-là. bien sûr. Pour moi, c'est important parce que malheureusement, avec tout ce qui se passe autour de nous, les gens se sentent très jugés, ils ont peur qu'on pense ça ou ça d'eux et j'essaye toujours de cadrer, que ça soit dans mon travail, dans mes podcasts et même dans ma vie. Mmh. Et j'essaie toujours de poser le cadre parce que je trouve que c'est important. Le Ouais. cadre dans ton travail aussi, j'imagine que c'est quelque chose de... Bien sûr, c'est sécurisant. Sans cadre, on peut aller dans tous les sens et Hmm. puis bon, c'est sympa, il y a une liberté à pouvoir aller dans tous les sens, mais on vit dans un monde où il y a des lois naturelles et dans ces lois-là, bah, il faut quand même, poser qu'il y ait des limites comme pour quand on parle des enfants, il faut des limites, bah, oui, il faut des limites et c'est ce qui permet de construire et d'avancer. Hmm. Obligé. Alors, j'ai par contre une première question. OK. La conscience. Parce que, par exemple, pour moi, la conscience, c'est quelque chose que j'ai découvert Mmh. dans mon propre parcours, moi, en tant que personne et en tant que patiente. Ça veut dire que, d'ailleurs, avant Blarbia, on disait l'ouai, kunwai et tout. Mais la conscience, moi, maintenant, je la ressens Mmh. personnellement. Mmh. C'était quelque chose qui, peut-être, je vais en entendre parler, mais je ne pense pas que c'était quelque chose que j'arrivais à reconnaître dans mes pensées. Être conscient, c'est déjà comment tu réfléchis, dans ma façon de faire, dans ma façon d'agir. Mmh. Toi, ta découverte avec la conscience, comment elle s'est faite? Ouais, la conscience, c'est on peut en parler, entendre les gens en parler et ça peut paraître comme un concept, mystérieux, lointain qu'on arrive à atteindre, si on part dans une montagne très loin pour méditer pendant des heures et des heures et peut-être que là, on va atteindre un certain niveau de conscience. Pour moi, la conscience, c'est quelque chose de très accessible et c'est ici et maintenant. Et comment je l'ai découvert? Ben, dans ma quête de avant de devenir maman, je me suis vraiment posé la question: «Mais qui suis-je?» Et dans ce questionnement, j'ai été amenée à rencontrer des maîtres, des enseignants, des livres qui chacun répondait à cette question à sa façon, à travers une certaine, perspective. Et la chose fondamentale qui revenait à chaque fois, c'était le lien avec la respiration. D'accord, Mmh. intéressant. Ouais, pour moi, c'est la première porte d'entrée, vers la conscience. Parce que on vit, surtout les humains modernes, on vit beaucoup dans notre tête. On invente beaucoup de choses, sur ce qui va se passer dans le futur, on reste accroché sur les choses du passé. Donc on vit vraiment entre ces 2 temps et la seule chose, pour moi, qui a été extrêmement efficace pour revenir à ce fameux moment présent, c'est la respiration. Parce que c'est la seule chose vraie qui se passe maintenant. C'est: «Je viens d'inspirer, je viens d'expirer». Tout le reste, c'est de la fabrication mentale. Et donc dans cette porte d'entrée, j'ai découvert la conscience parce que c'est d'abord en revenant à ce moment présent que je peux entrer en observation, de mes pensées, des sensations de mon corps, de mes croyances, de mes émotions. Et voilà, le plus on fait ça, c'est comme un muscle en fait qui se développe, où on devient de plus en plus l'observateur ou l'observatrice, le témoin de cette expérience humaine. Et cette conscience ne nous épargne pas de vivre certains challenges, de difficultés, et cetera, mais il y a un espace qui se crée, en fait, entre, l'humain qu'on est, l'enfant qu'on est, la mère qu'on est, l'épouse qu'on est, la collègue qu'on est, et tout ça, et qui vit tout ce qu'elle vit, de bien, de dur, de hadi, et celle qui observe tout ça et qui a un espèce de détachement avec tout ça. Magnifique. Mmh. Vraiment, ça, tu sais, peut-être que je l'avais jamais entendu comme ça, mais c'est quelque chose, je pense, que je pensais intérieurement.
Et bien évidemment, tu as raison dans le sens où c'est vrai, en fait, si tu gères ta respiration, tu gères beaucoup de situations. Mmh. D'ailleurs, c'est un exercice que je donne très souvent à mes patients, c'est donne-toi quelques secondes de répit quand tu accueilles quelque chose que tu n'es pas capable, en fait, ni d'écouter, ni si tu sens qu'il y a la panique, il y a la détresse en toi, Mmh. prends du recul. Tu peux prendre du recul. Ouais. Et je pense que ça répond un peu, bah, c'est une manière voilà, de respirer, d'inspirer et Ouais. d'expirer et de te dire: «OK, j'oxygène un peu mon cerveau, Ouais. je vais pas l'étouffer». D'ailleurs, on le voit chez les personnes colériques, si tu le vois. Ouais. Quand ils réagissent, ils respirent pas. Tout à fait, tout à fait. Les personnes qui sont emportées par leur colère ne respirent pas de la même façon que des personnes qui sont régulées. La colère n'est pas en soi mauvaise, c'est une Non. émotion porteuse de messages et qui a plein d'énergie. Mais c'est une énergie qu'il faut savoir canaliser et véhiculer pour faire bouger les choses quand on n'a pas été respecté, quand quelque chose a été contre nos valeurs, etc. Mais quand on est emporté par elle, bah, déjà, oui, physiquement, bah, on respire plus de la même façon. Quand on respire pas de la même façon, bah, on envoie des messages à notre système nerveux qui nous mettent du coup dans un état de survie Exactement. et puis on ne réagit plus de la façon la plus, sage. On est plus dans une forme de défense ou d'attaque et puis Mmh. c'est pas nécessairement la manière, qui va porter, les meilleurs fruits, on va dire. Et c'est quelque chose que j'imagine alors que tu pas je vais pas dire enseigner, mais que tu utilises pas mal dans tes accompagnements avec les parents? Tout à fait. Quand je mène, par exemple, des ateliers ou même en début de séance, pour moi, prendre le temps d'arriver, c'est important parce que on est tous occupés, on a tous 10 000 choses à faire, une to-do list, et cetera. Donc juste déjà, avant de tout de suite enchaîner entre, la circulation, de la route et puis tout de suite, allez hop, on va plonger dans la séance, juste prendre un petit moment pour arriver, je pense que c'est important. Ce qu'on appelle, comme tu as dit tout à l'heure, prendre du recul, ben, on appelle ça le pouvoir de la pause. Parce que quand on marque cette pause, il y a comme un recalibrage en fait dans la qualité de notre présence Mmh. et tout le reste de l'heure qui suit peut changer. Si on prend ce moment. Mmh. Donc, que ce soit un parent qui a été déclenché par le comportement de son enfant ou une personne stressée, comme tu dis, en pleine séance ou quoi, juste marquer cette pause, c'est comme un petit ajustement de quelques degrés. C'est pas si compliqué de s'arrêter et respirer et pourtant, ça peut changer toute la direction Oui. et ça permet de passer de un état, où on est justement trop dans notre tête, trop dans le mental, trop dans le passé, trop dans le futur, à: «Ouf, OK, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mmh. Qu'est-ce qui se passe maintenant?» Qu'est-ce qui tu penses qui empêche les gens ou bien enfin, je pense que nous-mêmes, hein, à un moment donné, de respirer? Qu'est-ce qui a fait, en fait, qu'on a oublié Mmh. ouais, qu'on a oublié, en fait, de respirer dans notre vie? Qu'est-ce qui Ouais, f alors que c'est la base, si tu respires pas, en fait, tu ouais. étouffes et pourtant on oublie. Je pense qu'on vit dans une société qui nous a un petit peu conditionnés à être en mode survie, beaucoup. Clairement. Et l'intelligence du corps fait que quand on est en survie, ben, on respire d'une manière superficielle. Mmh. On respire plus vite. Et puis, il y a vraiment un sens à ça. Il y a une intelligence à ça. Quand le cœur bat très vite, ça pompe le sang dans les extrémités, ça dilate les pupilles, ça permet une vision plus large pour savoir où est-ce qu'il faut aller fuir ou avoir plus de force dans les bras pour pouvoir taper plus fort. Donc, il y a un sens à cette respiration, qu'on oublie parce qu'inconsciemment, on ne fait pas des respirations profondes parce que notre corps se met en état de survie. Mais l'état de survie, il est conçu pour des moments très courts. Oui, Si on était dans une jungle et puis qu'il y avait un lion qui nous courait après, en général, l'épisode, il dure pas très longtemps. Ou aujourd'hui, dans la vie moderne, le lion, c'est, peut-être un camion sur la route où on va être en alerte et c'est en ça. mode survie. Ça dure quelques secondes, c'est supposé, durer longtemps. Malheureusement, nous, on vit comme ça de manière chronique et donc cet état à long terme, il est épuisant. Mmh. Il nous épuise d'un point de vue médical, on peut parler de l'épuisement des surrénales, d'un point de vue, émotionnel, on peut parler de voilà, d'anxiété, de stress chronique, d'irritabilité, donc ça fait qu'on a des réactions, heu, à chaud, on est constamment,
nerveux, donc on n'est pas disponible pour ce lien, cette fameuse connexion qu'on a envie de créer, que ce soit avec notre enfant ou de Même personnes avec autres. soi, je trouve. D'abord avec soi, Oui. exactement. On est d'abord déconnecté avec soi parce que si on est en mode survie, on n'a pas le luxe d'être connecté avec nous-mêmes. On est trop occupé à survivre. Donc quand on doit quelque part, se déconditionner pour, dire à notre, corps: «Tu n'es pas en danger. Mmh. On n'est pas dans une situation dangereuse et urgente. Calme-toi, respire». Comme ça, tu peux répondre à cette situation plutôt que de réagir à cette situation. Et généralement, dans tes accompagnements, tu travailles avec bon, j'imagine que c'est un des parents qui te contacte ou bien c'est les 2 ou Souvent, c'est un parent et vous pouvez deviner que c'est souvent les la mamans. maman? Oui. Mais il y a de plus en plus de papas, très impliqués et dans leur rôle de père aussi. Et c'est Heu, important, on est d'accord? Oui. tellement important et Dis-leur s'il te plaît. c'est très important les papas! Dis-leur à quel point, en fait, c'est important la présence d'un père, émotionnellement, en fait et ça demande pas quand on dit ça, c'est pas que tu vas être là et que tu vas faire un énorme travail au quotidien. Ça peut être une petite heure de ta journée où tu vas te connecter à ton enfant. Mmh, mmh. Oui, souvent les pères, encore une fois, c'est un conditionnement de la société, heu, assument un rôle, sans vouloir tomber dans les stéréotypes, mais ils ont une responsabilité. C'est très dur pour un homme de devenir père. Du jour au lendemain, il devient responsable d'un petit être humain avec toutes les charges financières qui vont avec, etc. Typiquement, hein, moi, je sais que je suis dans le stéréotype là, mais de plus en plus de parents partagent ces responsabilités-là. Mais c'est vrai que culturellement aussi, c'est pas que chez nous au Maroc, c'est culturellement dans le monde, la femme, la maman, elle est plus axée sur les émotions et le papa se sent pas autant responsable, de se connecter à l'enfant, sur ce plan-là, mais c'est en train de changer. De plus en plus de papas sont de plus en plus impliqués aussi sur le plan émotionnel et oui, ça joue un rôle. Oui, ça fait une différence dans à quel point l'enfant grandit en confiance, se sent en confiance dans la vie. Parce que, autant la mère, représente le côté connexion, amour, heu, affection et cetera, autant le père, il transmet un sentiment de puissance, de pouvoir. hem, je dis ça en faisant très attention parce que je veux pas tomber dans des stéréotypes, mais je parle surtout d'énergie en fait, de ce que l'homme apporte en termes d'énergie masculine ou la femme. Mais même une maman peut apporter ça, inversement, même un papa peut apporter ce qu'une mère apporte. Mais on a besoin de cet équilibre. J'ai quelque chose à dire, concernant ça Ouais, et je vais partager, OK. un peu de ma vie personnelle. Je trouve que c'est aussi une pression qu'on met aux femmes de devoir être celle qui doit être sensible et celle qui doit être émotionnelle et celle qui doit être compréhensive et qu'automatiquement l'homme, on va le mettre dans tout ce qui est matériel et financier. Moi, je trouve que pas forcément. Des fois, par exemple, moi, mon père, il est beaucoup plus sensible que maman. Mmh. Alors, il faut pas le prendre dans le sens où maman est une insensible. Non. Maman, elle a dû faire un travail sur elle pour travailler sa sensibilité, mais mon père a cette sensibilité naturelle chez lui, elle Mmh. est innée. Mmh. Et du coup, ça a toujours été lui qui est beaucoup plus dans les petites attentions, ou par Mmh. exemple, je sais pas, même des fois quand il me faisait des cadeaux, ma mère, elle comprenait pas pourquoi c'était tellement recherché. Tu vois, pour elle, une attention est une attention. Genre, oui, elle Mmh. va t'aimer et tout, mais lui, c'est par exemple, je sais pas, il va t'offrir genre, il m'avait offert une petite gourmette où il y avait 4 il y avait 4 pendentifs différents. Il m'a dit: «Est-ce que tu sais c'est quoi les 4 pendentifs?» Je lui disais: «Ni non». Il m'a dit: «Bah, en fait, c'est nous 4 avec toi, ta maman, moi, ton frère et toi Mmh. et comme ça tu portes ta famille avec toi» et tu vois, c'est des petites choses que, par exemple, mon père, malgré le fait que c'est un Rifin qui a toujours grandi au Maroc et il avait ce côté sensible, surtout avec moi, je pense et je trouve que c'est j'en suis reconnaissante, hein. Je me dis: «J'ai pas eu un père qui s'est renfermé». Bon, il y a eu des périodes où il s'est renfermé au moment où il a vu que je grandissais et tout parce que bon, la société, encore une fois, lui disait: «Non et tu peux pas être très sensible avec ta fille et tout, c'est bon». Maintenant, elle devient une femme, du coup, رجع للور, elle laisse sa mère, elle revient en avant. Mmh. C'était comme ça, vraiment. Il avait un entourage qui lui a dit ça. Waouh!
et on en a parlé après et il m'a dit: «Je m'en veux. Je m'en Mmh. veux parce que, il pensait réellement qu'à cette époque-là, j'avais plus besoin de lui». Alors Mmh. que non, j'ai un enfant, je pense qu'il a besoin de ses 2 parents. En fait, c'est des êtres humains. Tu laisse ton enfant te découvrir tel que tu es. Mmh. Ouais, ouais. Et je trouve que, voilà, il faut arrêter avec cette pression de la mère doit être sensible et le père doit l'être moins. Mmh. Non, et si le père, il l'est plus, bah, sa femme va apprendre de sa sensibilité et qu'on est Mmh. une équipe. Ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, dans chaque équipe parentale, chaque couple, au-delà du genre, il y a toujours, 2 partenaires qui vont justement, s'attirer parce qu'il y a c'est des Voilà. polarités différentes, c'est des énergies différentes et puis il y a quelque chose qui se complémente et donc c'est pas nécessairement associer, le ce côté sensible à la femme et ce côté dur à l'homme. C'est vraiment, ce sont toutes des qualités nécessaires pour que l'enfant grandisse, de manière équilibrée et vraiment, je pense qu'il n'y a pas de règle, à qui doit apporter quoi. Après, je pense que c'est aussi naturel que dans des phases, entre un père et une fille, par exemple, que, peut-être que ça vient de la fille, qu'elle ressent le besoin d'avoir un peu plus d'espace, un peu plus d'intimité ou inversement, un petit garçon qui est très, très câlin avec sa maman, autour de la puberté, de l'adolescence, qui va plus, autant aller vers elle, il va peut-être vouloir un peu d'espace et c'est aussi aux parents de respecter ce besoin. Parce qu'ils ont besoin de ça pour se développer et de s'autonomiser et c'est sain aussi. Je pense que pour les parents, c'est, surtout les parents qui valorisent le lien et qui aiment ce sentiment d'être proche de leurs enfants, de pas avoir peur de ces phases-là où l'enfant a besoin d'être un peu distant. Faire confiance qu'il y a un lien, il est solide, mais Mmh. c'est important pour leur construction aussi des fois d'avoir leur propre Je espace. suis d'accord avec toi. Et pour toi, comment on fait la différence entre un parent présent et un parent conscient? Hem, je Et s'il pense y a qu'il y a pas de différence, tu me ouais. dis qu'il y en a pas. En fait, c'est plutôt dans le mot présent. Il y a plein de parents qui disent: «Mais moi, je suis très présente», par exemple, mais tout est dans la qualité de la présence, en fait. Parce que si D'accord. tu es physiquement présent, c'est bien, mais est-ce que tu es vraiment là? Ou c'est ton corps seulement qui est là? Parce que si tu es là, mais si tu es surtout sur ton téléphone en train de scroller pendant que ton enfant, cherche Mmh. à créer du lien avec toi, est-ce que tu es vraiment présente? Et il y a pas de mal à vouloir scroller de temps en temps et ne pas se connecter constamment à son enfant. Je pense que, nos enfants ont besoin de notre présence, mais on a une vie aussi, on a des besoins aussi, on a pas être tout le temps branché, tout le temps à l'écoute, ça va, faut respirer un petit peu. Mais je pense que c'est ça la différence. Être un parent conscient, c'est un parent qui est conscient de sa présence, Mmh. justement, tu vois? Je peux pour revenir à la respiration de tout à l'heure, je suis avec mon enfant et je suis avec ma respiration. Je suis avec mon enfant et je suis consciente de toutes les pensées qui peuvent traverser ma tête, les émotions, l'état dans lequel je suis et tout ça, parce que je sais que j'ai une responsabilité. En étant présente avec mon enfant, il absorbe beaucoup, même plus que ce que je vais dire. Il va absorber ma présence, il va absorber mon énergie. Et il y a beaucoup de plus de choses communiquées de manière non verbale que verbale. Donc, je pense que c'est ça la différence. Mmh. Je suis d'accord avec toi, mais il y a beaucoup de je pense que cette question, peut-être qu'elle va répondre à plein de questionnements dans la tête des gens. C'est que très on me l'écrit souvent, on me dit: «Mais comment apprendre à être conscient?» Hmm. Moi, je trouve que aucune conscience ne ressemble à une autre. Il y a pas de Ouais. conscience commune. Ouais. Bah, en fait, déjà, l'éveil, c'est des histoires uniques. Ça peut être un déclic, ça peut être, un moment parce que peut-être que quelqu'un dans la rue, un gardien, a dit une phrase et ça a complètement ouvert les yeux de la personne et plus jamais la vie est pareille. Enfin, c'est pas nécessairement après avoir fait, des années d'études ou avoir lu tant de livres ou Non. avoir, voilà, médité tant d'heures. Enfin, oui, bien sûr que ce chemin existe et il y a des pratiques pour développer la conscience. Il y a une discipline dans développer la conscience.
D'ailleurs, comme j'ai dit, la colonne vertébrale pour moi, en parentalité consciente, dans l'approche que je propose, c'est la pratique de la pleine conscience. Et il y a une pratique formelle où on s'assoit quelques minutes par jour, où on est assis et puis voilà, c'est une discipline qui a été transmise, enfin, c'est une tradition plurimillénaire, Mmh. qui a fait ses preuves, qui est maintenant en train d'être confirmée par, les recherches scientifiques, mais elle existe, et elle a été là pour, aider les gens à traverser des guerres, des pandémies, des toutes sortes de difficultés dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est pas juste un truc chichi qu'on fait quand on a le C'est ça. temps, et quand on met tout des habits tout mignons, et des jolis colliers Et pour moi, je crois en ces pratiques, en fait, qui, comme tu l'as dit, qui, voilà, ça tombe pas du ciel, pas ouais. du tout, Mmh. mais c'est inspiré de réelles, d'expériences de vie que des personnes, en fait, comme nous aussi, dans ce qu'on fait dans notre pratique au quotidien. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses que tu découvres dans ta pratique en te disant: Ça fonctionne». Mmh. Mais c'est pas parce que tu veux que ça fonctionne, c'est parce que tu as vu que ça fonctionnait pendant longtemps. Et Mmh. à un moment donné, quand on voit qu'il y a certaines pratiques qui fonctionnent, il y a certaines choses qu'on voit qui se répètent et Mmh. que la meilleure chose, bah, pour aider, par exemple, ces personnes-là, c'est faire ça ou ça, bah, je vais pas venir et dire, «Oui, je te vends un concept», pas du Mmh. tout. Le but, c'est que à quoi elle sert la recherche? Mmh. Bah, c'est que tu t'inspires et que tu capitalises sur l'expérience. Tout à fait. Ouais, ouais, et pour le coup, ça, en ayant été sur une quête et cherché, moi, personnellement, c'est ce que j'ai trouvé de je de la chose la plus puissante que j'ai trouvée. C'était cette pratique de pleine conscience Mmh. pour, développer la qualité de ta présence. Finalement, on est tous, d'un point de vue spirituel, on est tous des âmes, dans un corps, et puis on reçoit aussi beaucoup de choses. On est là pour une raison, si on veut bien le croire. On est tous là pour une raison, on n'est pas là pour rien. Tout comme une fleur, elle a une fonction, chaque plante a une fonction, chaque chose créée a une fonction. Donc nous aussi, on est là pour une raison, chacun de nous. Il y a pas une personne, parce qu'elle est plus connue, parce qu'elle a plus percé, qu'elle a plus de valeur sur terre. On a tous, 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 tous sans exception une valeur et une raison d'exister. Hem, le travail de la conscience, ça permet de déblayer toutes ces couches, de protection qu'on a mis, qui Mmh. recouvrent notre lumière et qui nous ont fait oublier, heu, pourquoi on est là. Donc quand on fait ce travail de présence et de conscience, ben, on est plus réceptif à la source qui nous envoie pourquoi on est là, Mmh. et ben, ça nous permet de transmettre, de partager, et contribuer, et pour chacun, c'est très différent. Heu, On en parlait tout à l'heure avant qu'on commence et on parlait du fait que accompagner des personnes qui sont dans la difficulté, en souffrance, ben, bon, moi aussi ce que je fais, c'est un peu plus des fois je me retrouve aussi, je pense à faire de la guidance parentale quand même avec mes patients, mais c'est un métier qui nous coûte beaucoup, qui prend beaucoup, qui draine et en tant que personne, qu'on le veuille ou pas, bah, ça nous affecte, mmh je pense et ça nous renvoie vers peut-être, des choses que nous-mêmes on n'est pas encore prêts, on n'est pas des êtres parfaits, c'est ce que je dis tout le temps, enfin personne ne l'est, ça n'existe pas. Hem, pour toi, elle est où la difficulté? Ou bien si tu as des périodes dans laquelle tu sentais qu'il y avait une grande difficulté à faire ce métier? Mmh. Hem, déjà, c'est sûr que c'est des profils un peu sensibles pour pouvoir faire ça. On fait pas ça si on c'est des métiers à vocation. Je pense qu'on le fait si on aime vraiment, cette cause, j'ai envie de dire, d'accompagner les personnes, entre autres des parents qui sont, voilà, responsables des petits êtres humains, et quand on est conscient de l'impact que, que les parents ont sur les enfants, l'impact à vie, heu, c'est vraiment une sacrée responsabilité, et mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir, juste faire, un peu ma part pour, épargner les Mmh. parents et les enfants de certaines souffrances. Après, je dis ça humblement, mais ce qui est je trouve pas nécessairement de difficulté.
c'est plus être touché et se rappeler qu'on est humain, absolument, nous aussi et souvent on attire, des cas que nous sommes nous-mêmes confrontés à résoudre en nous. Oui, Parce qu'on n'a pas tout résolu. C'est pas parce qu'on fait ces métiers d'accompagner les gens que nos vies sont parfaites, qu'on a tout compris à la vie. On est humain, on est sur loin de notre là. chemin nous aussi. Et moi, personnellement, ça rassure les parents que j'accompagne, que ce soit individuellement ou en groupe, quand je leur dis que moi aussi, j'ai mes, voilà, moi aussi j'ai mes galères, moi aussi je ne sais pas, je sais pas comment gérer cette situation, j'ai pas encore la réponse pour ça. Ça fait pas peur, au contraire, ça détend les personnes et on se rencontre dans notre humanité. Être compatissant, c'est pouvoir s'asseoir avec quelqu'un dans sa douleur et lui dire: «Je suis là, je suis avec toi, mais je crée un espace pour que toi, tu puisses t'ouvrir et trouver tes propres solutions. Je suis pas là pour trouver les réponses pour toi». Il est dans ça l'alignement, parce que ce que tu me dis, oui, je le dis, me réconforte parce qu'avec tout ce que l'on voit de nos jours, ces personnes qui viennent et qui te proposent, des recettes ou bien des formations miracles pour que tu sois parfait, pour que tu sois confiant, pour que tu aies une bonne estime de toi, pour que tu règles tous tes problèmes. Mais déjà, le souci, il est dans comment on est en train de te présenter ce package. Mmh. Ça n'existe pas. Il y a pas de quelqu'un de parfait qui va venir et qui va te dire: «Oui, j'ai la clé du bonheur ou de la réussite». Parce Mmh. que désolée de vous le dire, mais je pense qu'elle n'existe pas cette clé. On est là ni pour être heureux au quotidien, on est là pour retrouver son propre sens, je pense, en tout cas là où j'en suis maintenant dans ma vie, et qu'il y a un alignement et que tu aies cette bonne conscience avec toi-même et autour de toi. Mmh. Moi, je dis toujours: «J'espère juste que je fais pas du mal autour de moi». Mmh. J'en fais malgré moi, Mmh. j'en suis sûre, Bien sûr. qui ne le fait pas. Ouais. Mais je me dis, et même à mes patients, je leur dis: «Essayez d'être le plus conscient possible au quotidien, Mmh. dans votre travail». Hem, j'ai de plus en plus de médecins qui sont en thérapie et ça me fait plaisir parce que je trouve que, voilà, les médecins, c'est voilà, c'est super méga important dans une société, les blouses blanches. Bah, c'est le nom qu'on leur a donné durant le covid parce Mmh. qu'on a vu quoi à quel point tout le travail incroyable qu'ils ont fait, et quand je vois de plus en plus de médecins et d'étudiants en médecine qui travaillent sur eux réellement, ça me rassure. Je Mmh. me dis: «Bah, demain sera peut-être meilleur», parce que qu'on le veuille ou pas, mais la souffrance, elle vient aussi du fait d'être accompagné par un médecin qui te comprend pas, qui t'écoute pas, et un médecin qui n'est pas conscient est un médecin qui va se tromper, qui va Mmh. faire des erreurs, Mmh. qui va peut-être, rapidement faire une chirurgie, rapidement faire une consultation et ne pas être connecté à son patient. Mmh. Et je trouve que c'est voilà, c'est super important. J'ai parlé là, j'ai juste donné l'exemple des médecins parce que je le vois, hein, la dernière fois quand j'ai fait mes statistiques, je crois que 40 de ma patientèle sont des médecins, ce qui est énorme, Ouais. je trouve, et ça me rassure. J'ai aussi des patients qui sont psychiatres, donc et ça fait du bien dans le sens où tu te dis: «Les gens, ils sont en train de se permettre, Mmh. pas d'apprendre, mais se de permettre d'être humbles». Mmh. L'humilité, il faut que ça soit avec soi déjà. Mmh. Si tu n'arrives pas à être humble avec toi et de te dire: «J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'être cadré, j'ai besoin de ce moment où je vais respirer quoi». Ouais, ouais. Ouais, ça me touche ce que tu dis parce que les médecins, bah, c'est un métier où ils sont en face de personnes vulnérables toute la Très. journée. Et personnellement, je pense que les meilleurs médecins que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est pas toujours les plus compétents médicalement parlant, mais c'est les plus humains. Et je pense que l'idéal, c'est d'avoir les deux. Et, mais pour pouvoir être en face de personnes vulnérables toute la journée et les écouter, les soigner, et etc. Il faut pouvoir se connecter à eux, pas juste, à leur pathologie et c'est des humains d'abord et pour se connecter à un humain, bah, il faut déjà être connecté à soi-même et je pense que c'est pour ça que je suis contente d'entendre que tu dis qu'il y a des médecins qui font un travail sur eux, évidemment, que ce soit des médecins ou autres métiers, n'importe quel métier où on travaille avec l'humain, je pense que c'est une responsabilité de voilà, de faire ce travail sur soi et d'être, connecté à soi-même, conscient et compatissant envers soi-même pour pouvoir l'être avec les autres. Mmh. On peut parler un peu de régulation d'émotions. Pour moi, Mmh. c'est super important entre parents et enfants. Ouais. Heu, Tout à l'heure, on en avait discuté, on a parlé clairement du fait que ma question, c'était comment un parent peut apprendre à son enfant
ou à réguler ses émotions, ou plutôt un parent, comment il peut réguler son enfant? Après je me suis dit: «Est-ce que vraiment c'est une bonne question, réguler son enfant?» On peut pas réguler un Mmh. enfant. Mmh. Mais je pense que quand tu travailles avec les parents, c'est par rapport à leur propre régulation émotionnelle, j'imagine? Exactement. D'accord. En fait, je pense que toute l'erreur, que font beaucoup de parents qui cherchent à adopter, ces nouvelles approches de parentalité, bienveillante, c'est qu'ils cherchent à réguler le comportement de leur enfant. Exactement. Et en fait, c'est quoi? C'est une forme de contrôle. C'est un désir de contrôler le comportement de l'enfant. Avant, ça se faisait avec, les coups et et un abus de pouvoir et d'autorité, et aujourd'hui, peut-être avec, des sourires et chercher des formulations de phrases Mmh. sympathiques, en espérant que l'enfant écoute, et puis des fois il écoute, des fois il écoute pas, et quand il écoute pas, bah, il y a de la frustration, et puis ça devient en fait 2 enfants qui tapent une crise. C'est pas c'est pas un parent, en fait, ça c'est un il a peut-être, 30-40 ans, mais au fond, c'est un enfant de 6 ans qui est frustré parce que il n'a pas de coopération en face de lui, et c'est ce qui fait que c'est problématique quand on parle de réguler l'émotion de l'enfant. Donc oui, c'est tout à fait ça. Un parent conscient n'essaie pas de réguler l'émotion de son enfant, il essaie de réguler ses propres émotions, et comme l'enfant est connecté à son parent, bah, il y a forcément une synchronisation qui se passe. Il y a des neurones miroirs, il y a une connexion naturelle. Donc, par exemple, moi, les parents je pense souvent à ces mamans qui me parlent de leur galère au moment du dodo de l'enfant qui est excité, qui veut pas dormir, et cetera. Moi, la meilleure solution que j'ai trouvée, moi, déjà moi en tant que mère, et que j'ai proposée, et alhamdoulilah toujours eu de super retours sur ça pour ceux qui ont bien compris, c'est que le moment du dodo, c'est pas toujours un moment facile parce que c'est la fin de la journée, on est fatigué, l'enfant est fatigué, c'est peut-être pour ça qu'il est surexcité. Peut vraiment être un moment de grand clash et de grand stress. Mais si on part avec l'intention de base de dire: «Ça va être ça mon moment de méditation». Magnifique. Ouais, en fait, au lieu de dire: «Ah, je peux pas aller méditer parce que j'ai des enfants et j'ai pas le temps d'aller, faire un atelier de respiration». En fait, c'est ça mon atelier de respiration, c'est ce moment. C'est exactement ce moment difficile où je vais y aller et je vais être témoin de cette scène où mon enfant est en train de faire une scène qui ne correspond pas à la scène, de mes rêves, et je vais respirer et je vais me calmer. Et Mmh. je vais me mettre moi dans un état calme, et ça demande que j'accepte aussi que mon enfant est en train de sauter sur le lit et demander que je lise l'histoire pour la 15e fois. Mais en faisant ça, naturellement, mon enfant va se synchroniser à la qualité de ma présence, Mmh. parce que mon système nerveux est en train de se réguler, et forcément, bah, mon enfant va finir par suivre ça, et ça finit par, écourter le moment du dodo, au Je te moins. regarde avec émerveillement, je sais pas si tu vois mes yeux qui brillent, mais c'est juste incroyable parce que je suis pas vraiment dedans, mais c'est exactement aussi ce que je dis à plein de patients dans des situations où je leur dis: «Mais en fait, prenez ce moment comme si c'était votre moment à vous». Mmh. Parce que déjà, si tu démarres avec une frustration, c'est bon, Ouais, ça va mal se ça passer. va mal se passer. Déjà parce que tu as des conditions. Tu penses que tu ne peux être bien que si tout est calme, que si ton enfant dort. D'ailleurs, c'est trop marrant. On a tous un élan d'amour énorme pour nos enfants quand ils sont endormis. Qu'est-ce qu'on les aime quand ils sont endormis, ils sont trop mignons. Et ça, c'est facile de les aimer à ces moments-là. Oui, Ah, il faut les aimer quand ils sont exécrables et qu'ils sont en train de faire du bruit et sauter partout. Et c'est ça tout le travail. C'est dans ces moments-là qu'il y a du travail. oui. Et, et voilà, donc c'est vraiment une invitation, et quand on le voit comme ça, quand on le voit comme une opportunité plutôt qu'une frustration, ben, on se libère de toute la résistance, de la non-acceptation de cette situation. On dit: «OK, elle est comme ça la situation. Il est toujours réveillé, il est excité, il veut pas dormir, hein, OK, c'est ça. OK. Bah, alors Et allez hop, ça, on ça respire». répond à plein d'événements de vie. Mmh. C'est que quand tu sais que, par exemple, tu vas démarrer une semaine compliquée, tu vas faire un projet compliqué, tu vas avoir une discussion compliquée. Ça dépend tout dépend de comment tu vas conscientiser Ouais, ce qui arrive. ouais, Est-ce que tu lui offres de l'espace pour l'accueillir ou pas? ouais, Et ça, c'est quelque chose dont je vous parle vraiment, c'est des choses que je vis et que ouais. je fais au quotidien et que même mes patients qui sont avec moi depuis des années, ma communauté, ils l'ont essayé, ils m'ont dit: «Ouais, Shahnaz, franchement, ça marche, hein, c'est pas
Oui, ça marche. Pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup associer ça à Nia, parce que Mmh. nous, on est beaucoup, voilà, ça on bascule vers la spiritualité en douceur, vers Nia. Toujours. Quand réellement ta Nia, elle est bonne, mais Ouais. vraiment, Ouais. ماشي تتقول لها غنوي الخير et c'est tout. Ouais. Non, faut vraiment que tu y sois, Ouais. dedans. Ouais. D'ailleurs, on arrivait pendant des années, grâce à Walid Regragui avec son concept de Nia qui est réel, Ouais. mais c'est parce que c'est quelque chose qu'il disait, mais pas juste comme ça. Ouais. Moi, je le sentais quand il faisait ses interviews et il a porté toute une équipe, il a créé toute une homogénéité Mmh. et on est toujours dans la parentalité, mais pour moi, ça résonne dans tout ce que l'on vit. Complètement, c'est universel. Ouais. Mais il faut et si tu la ressens pas, c'est pas grave. Mmh. C'est pas méchant. Ne te dis pas: «Eh là, je la ressens pas, je suis frustrée». Va y travailler. Mmh. Va voir qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à la ressentir. كل واحد et comment il va trouver cet alignement. Mmh. Qu'il va la retrouver dans la foi, Mmh. qu'il dans sa prière, qu'il dans des voyages, qu'il dans la nature, qu'il dans le sport. Libre à toi de la trouver où tu veux la trouver Mmh. et personne n'a le droit de te juger sur ça C'est clair, pourvu juste que tu sois en quête. et tu apprendras à conscientiser et quand tu conscientises les moments, tu conscientises tous les moments qui vont venir. Ça va pas être parfait dès le début, on est d'accord. Ah ouais, ça c'est clair. Mais Ça sera jamais parfait. ça sera jamais parfait. Mais tu vis mieux, en fait, ces moments-là. Oui, tu es juste, voilà, plus en paix avec toi-même. Et être en paix, voilà, ça veut ni dire être en paix dans un état de perfection, ni ça veut dire l'absence du conflit. Mmh. Être en paix, c'est juste être OK avec, la totalité de l'expérience et d'avoir la capacité de répondre à Mmh. cette expérience, qu'elle soit positive ou négative. Mmh. Il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, Khadija, je voulais vraiment en discuter un peu avec toi. Hem, c'est, alors, sans trop rentrer dans les détails parce que je trouve que franchement, c'est pas vraiment constructif, c'est tout ce contenu qu'il y a pour attirer des parents qui sont dans la peur parce que du moment que tu parent, tu as peur, qui sont très vulnérables, qui avec des petites phrases d'accroche, ils ont tendance à ils ont tendance, tu vois, à les attirer avec 2 petites phrases du style, «Ouais, si tu veux pas que ton fils soit efféminé, si tu veux pas que ta fille, elle ait de la l'énergie masculine, voilà ce que tu dois faire». Moi, réellement et je le dis et que Dieu et l'univers m'en soient témoins avec toute la bienveillance que je puisse rassembler à ce moment. والله العظيم et là, c'est pas en mode, contre ou là avec. C'est juste que je vois les conséquences. Mmh. Je les vois depuis 10 ans que je fais ma pratique et avec mes 6 années d'études, ça fait 16 ans que je vois les conséquences. Je les ai vues durant mes stages. Mmh. J'ai vu des enfants qui ont eu had le type d'éducation, dire: «Ne fais pas, ne joue pas avec ta sœur» et tout. Ça crée de la déviation sexuelle. Mmh. Et j'insiste sur déviation sexuelle. Quand je dis déviation, ça veut pas forcément dire que je vais avoir une autre orientation sexuelle et c'est tout. Non, ça veut dire que ma comment je vois la sexualité, c'est pathologique. Mmh. Mmh. Et les gens qui sont dedans, ils savent de quoi je parle. Ouais. Ça crée des sociopathes, Mmh. dans le sens où des personnes qui, ils te disent, moi j'ai eu des patients qui m'ont dit, je pense réellement que je suis un sociopathe parce que je n'arrive ni à être empathique. Je cherche le système punitif dans mes relations amoureuses et amicales. Je cherche l'humiliation dans Mmh. mes relations intimes. Et Mmh. c'est des personnes, ils ont eu ce type d'éducation. Mmh. Donc, à un moment donné, quand tu vois ça pendant des années, c'est que c'est dangereux. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Je pense que, c'est des conseils qui sont enracinés dans la peur, Oui, qui sont basés sur le contrôle. On a envie de contrôler, peut-être l'orientation sexuelle de notre enfant, on a peur de ce que notre enfant sera, voilà. Mais si on applique ces principes de conscience qui sont alignés avec les lois de la nature, on ne peut pas contrôler ce qui va se passer dans le futur. Et je comprends que ce soit effrayant de bien ne pas sûr. pouvoir contrôler parce qu'on vit dans une société où, imagine si mon fils, imagine, je comprends la peur, elle est valide. Mais essayer de contrôler ça risque juste justement L'empirer. l'empirer et voilà, dévier
l'enfant d'un rapport qui aurait pu être très, très sain avec son corps, avec sa sexualité, avec son identité, avec. Hem, donc oui, j'entends ce que tu dis sur les séquelles aujourd'hui sur ces personnes adultes qui ont grandi avec ces conditionnements et c'est ça tout le travail d'un parent conscient, c'est avoir le courage aussi de ne pas de vouloir tout contrôler parce que de toutes les manières, tu ne contrôles pas. Tu as beau essayer de contrôler, tu ne contrôleras pas. Heu, ce qui doit arriver arrivera. Moi, je dis que du moment que tu décides d'être parent, Ouais. c'est que tu prends un énorme risque. Oui, c'est risqué d'être parent. Tu prends un C'est énorme un énorme risque. risque d'être parent. Oui. Tu sais, dernièrement, c'était avec une bonne amie à moi et ils ont joué avec, son petit garçon, Allah yahfidou et moi, j'adore les enfants et tout et je lui ai dit, et je lui avais dit, bah, inch'Allah, voilà, j'espère qu'un jour ça m'arrivera et tout et je lui ai dit comme ça, «Dei maaya». Et elle m'a dit une phrase qui sur le moment m'a piquée, mais après quand j'y ai pensé, je me dis: «Ouais, en fait», en étant consciente, elle m'a dit: «Il a fait al khair». Mmh. Et oui, dans le sens où il y a quand même des choses qu'on ne contrôle pas et qu'on contrôlera jamais. Il y a des choses qu'on ignore Mmh. et notre créateur et l'univers, ils savent mieux que nous. Tout à fait. Et puis tu peux pas te dire: «Non, ma vie, elle sera comme ça». Mmh. Donc il a شي حاجة فيها الخير, OK, tant mieux. Il se trouve que plus tu forces et plus tu as contresens dans ta vie. En Mmh. général, Mmh. je le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup au quotidien. Ouais. Ouais. Plus tu forces et tout à l'heure tu m'as partagé, l'arrivée de ton troisième enfant. Tu m'as dit que c'était pas je me permets un peu Ouais, d'en vas-y, parler, vas-y. mais tu m'as dit que c'était pas vraiment calculé, mais tu m'as dit que c'était juste incroyable comment ça a été accueilli et comment ça a réglé plein de choses. Ouais, ouais. C'est-à-dire, oui, quand on réalise qu'on est enceinte alors qu'on n'a pas prévu ça, ça confronte notre ego parce que notre ego, il a un agenda tout clair, tout fait, Mmh. tout joli sur le programme, sur, cette année, comment elle va se passer, tout ce que je vais faire et tout et puis la vie t'apporte quelque chose pour te dire: «Tu sais quoi? Tout ce que tu avais prévu, on va le jeter par la fenêtre parce que voilà ce qui est écrit». Et il y a une citation qui dit: «Si tu veux faire, rire Dieu, fais des programmes». Et donc voilà je pense qu'initialement quand je l'ai su, c'est normal, j'ai eu un petit moment de choc et de résistance, mais c'est humain, c'est normal. Je pense qu'on a besoin d'un petit moment, un petit laps de temps pour, accueillir la nouvelle, Oui. mais une fois que je l'ai accueillie, alhamdoulilah et que je suis passée de la non-acceptation à l'acceptation, bah, tout enfin ça a ouvert beaucoup de choses et je pense que c'est ça en fait, que les gens doivent réaliser, c'est que, s être un parent conscient, ça veut pas dire que tu n'es jamais dans la résistance ou jamais, dans la souffrance. C'est juste que dès que tu réalises que tu es dans cette résistance et que tu marques une pause et que tu reviens à la vérité qui est, ben, voilà ce qui est, donc où est-ce que j'ai le choix? Dans cette réalité, où est-ce que j'ai le choix? Parce que si je reste accrochée sur: «Ah non, il fallait pas que ce soit comme ça, il fallait que ce soit comme ça», bah, on va rester accroché sur des choses qui sont pas réelles. On Mmh. va rester dans la frustration, on va pas avancer, quoi. Donc quand tu passes très vite à: «OK, bon, bah, voilà, c'est ça la réalité, qu'est-ce qu'on peut faire avec?» Et là, tu as plein de choses où tu es libre. Et ça me Mmh. fait penser à une citation que j'aime beaucoup, de Viktor Frankl qui dit: «Entre le stimulus et la réponse, il y a un champ et dans ce champ se trouve ta liberté». Oui, exactement. Mmh. Donc quand souvent le stimulus, bah, c'est ces événements de la vie qui arrivent et nous on réagit tout de suite à chaud. Tout de suite on réagit, tout de suite on réagit, que ce soit une phrase qu'on va répondre, à chaud à un enfant, qu'on va regretter après, que ce soit ce qu'on dit en famille, au travail, enfin toutes ces réponses en fait, ces réactions à chaud qu'on a où on réfléchit pas. Mmh. Et réfléchir, je dis ça, mais c'est pas qu'avec la tête, c'est juste de marquer une pause, s'écouter. Heu, on a cette expression la «Sainte la dame» que Oui. vraiment c'est pas que dans la tête que ça se passe et là, tu réalises que, bah, attends, j'ai un choix. Comment je peux répondre à cette situation? Et Mmh. il y a 10 000 façons de répondre et tu n'es plus dans ces cas-là, obligé de subir la réaction que tu as eue à chaud. Mmh. Parce que quand tu réagis à chaud, tu ne réagis pas de la partie la plus évoluée de toi-même. Mmh. Tu réagis de la partie
la plus archaïque, celle qui est conçue juste pour ta survie. Donc on est souvent dans des choses très violentes C'est ça. et ça mène pas dans la c'est pas constructif. Ça ne construit pas les liens, ça ne construit pas la confiance, ça ne construit pas grand-chose, ça détruit. Alors que quand tu marques une pause, voilà, tu te permets de choisir de répondre d'un endroit beaucoup plus évolué de toi-même, un endroit plus sage de toi-même. Et de cet endroit-là, justement, on construit le lien, on construit la confiance. Donc, si on est dans le contexte parental, quand je marque une pause avant de répondre à mon enfant, bah, en fait, je permets que même si je dois dire non, parce qu'un parent conscient dit non, on ne dit pas toujours oui, on n'est pas là pour faire plaisir tout le temps. Mais ce non, il va être tellement assumé qu'il sera respecté. Oui. Et même si l'enfant râle et il est pas content, du moment que le parent est aligné, hem, le non, qu'il soit apprécié ou pas, ne va pas briser le lien de confiance entre le parent et l'enfant. Mmh. Il y aura toujours une confiance, il y aura toujours le lien avec toute la liberté que l'enfant a de pas être content avec ce non, mais le lien reste et c'est ça qui est important. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais à force de briser les liens dans des micro scènes de vie, C'est ça. à répétition, pendant des années, on brise le lien, on brise le lien, on brise le lien, parce on réagit à chaud, on réagit à chaud, on réagit à chaud, inconsciemment, 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 bah, c'est ce qui fait qu'après, ces enfants grandissent, deviennent des adultes et ils se sentent pas proches du parent. Parce qu'avec l'âge, on a tous envie d'être authentiques. Avec l'âge, le plus on avance dans la vie, on veut plus mettre de masque. On est Oui, fatigué du masque. oui, Et même avec nos parents, si avec nos parents, on peut pas être vrai, avec qui on va être vrai sinon? Et donc, il y a des enfants qui fuient leurs parents parce qu'ils se sentent pas permis d'être eux-mêmes. Donc je conseille aux parents de d'être conscients de ces micro moments qui commencent très, 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 très tôt, où on permet cette authenticité, on nourrit ce lien pour que quand ils sont plus grands, qu'on la récompense, c'est d'avoir presque là, on peut parler de que mon enfant, c'est mon ami. On peut pas oui. dire ça quand ils sont tout petits. Quand on dit ça quand c'est tout petit. Merci, merci, vraiment. Oh, merci, parce que on dirait que tu es dans ma tête. Merci, merci parce que je trouve ça hyper important. Mmh. Surtout, on comprend que la maman, surtout avec son fils, elle peut être dans une relation super fusionnelle et Mmh. tout. Mais je te jure, des fois, je vois des surtout sur les réseaux et parce que c'est quelque chose qui est Mmh. voilà, que les gens, ils ont beaucoup tendance à mettre en avant, mais c'est dangereux. Mmh. Ça, par contre, oui, ça, par Mmh. contre, ça peut être Mmh. dangereux. Mmh. Quand une maman, elle enferme son fils dans une relation hyper fusionnelle, Mmh. où elle dit que tout ce qu'elle attendait dans la vie, bah, c'est ce petit garçon qui le lui a ramené, que toutes ses frustrations dans la vie, c'est son fils qui mais ça, par contre, oui. Ouais, Et on le dit parce que je pense qu'on le voit beaucoup dans notre pratique. ouais, Parce que ce petit garçon, bah, il va grandir que à travers cette, identité que toi, tu ouais, es en train de lui construire c'est ça. et il saura pas, en fait, vivre hors. Ouais, ouais, ça l'enferme en fait dans une petite boîte où il est là pour faire plaisir à maman. C'est ce qui fait que, fille ou garçon, c'est ce qui fait que ces adultes qui savent pas dire non parce qu'ils ont été conditionnés à tout le temps faire plaisir. Ils ont construit toute une identité autour de je suis là pour faire plaisir, je suis Mmh. là pour les autres. Mmh. Et oui, ça devient très difficile après de désapprendre tout ça et de reconstruire sa propre identité, d'être un individu à part entière. Oui. Mmh. Et dans le lien, alors je voudrais qu'on en parle un tout petit peu plus, parce que les gens quand ils entendent être dans le lien, ils te disent: «C'est quoi être dans le lien? Quoi? OK, donne-moi du matériel». Parce que Mmh. إحنا tellement كبرنا في الرضا Mmh. ولا السخط. Tu vois? Mmh. C'est binaire. Mmh. Déjà là, c'est problématique. Ouais, On n'est pas ouais, dans la vie, ouais, c'est pas blanc et noir. ouais, Je ouais. pense que tous ceux qui sont là à vivre Mmh. avec nous, ils voient que c'est pas blanc ou noir. Le lien, moi, je vais parler un peu de ma propre expérience parce que Ouais. je trouve que c'est ce qui est le plus palpable en termes de matériel. C'est que même moi, avant, je me suis rendu compte que j'étais pas dans le lien. Mmh. J'étais dans l'idéalisation de mon père et j'étais dans le conflit avec Mmh. ma mère parce qu'elle, elle avait quelque chose en tête et moi, j'avais quelque chose en tête et je sentais que lui, il m'écoutait, il me comprenait, il me faisait rêver parce que voilà, mais j'ai compris que même comment je l'idéalisais, c'était pas bon pour moi, ça me causait quand même pas mal de préjudice, je dirais. Mmh. Et à un moment donné, j'ai pris un grand recul et bien sûr, c'est ma thérapie, c'est un grand travail derrière bien sûr que l'on fait avec soi.
une certaine distance que l'on installe, pas forcément physique, mais par exemple, le fait de se parler 4 fois par jour et se raconter au moindre détail ce que j'ai fait, bah, blâche. Mmh. Mmh. On peut un jour peut-être s'écrire juste par message et être bienveillant. Ouais, Si aujourd'hui, par exemple, j'ai une grosse journée et quand je finis à 20h, 21h, j'ai pas d'énergie, pourquoi je vais te donner de la mauvaise énergie dans un appel qui va peut-être durer 5 minutes et on va juste se confronter. ouais, Il y aura aucun échange, il y aura pas ouais, de lien. ouais, Du coup, c'est comme ce que tu as dit tout à l'heure, c'est les scènes quotidiennes. ouais, Quand je vois que dans le quotidien, il y a des scènes qui sont pas constructives, ouais. pas la peine. Ouais. En fait, c'est ça, c'est le lien, c'est pas quelque chose de, extraordinaire et c'est des choses très ordinaires et c'est dans ces micro moments où on construit quelque chose d'authentique et moi, je trouve ça délicieux quand il y a des relations parents-enfants où, oui, bah, ils ont envie, c'est mutuel, où ils ont envie de se parler tout le temps, c'est génial, ça comme c'est super. Mais quand justement il y a plus d'authenticité parce que comme tu dis, peut-être c'est une fin de journée, je suis crevée et que OK, peut-être que je dois lui envoyer un message, mais j'ai pas nécessairement l'énergie de parler pendant 1 heure au téléphone. Ça devrait être OK. Mais si on va culpabiliser parce qu'il y a un espèce de chantage émotionnel non dit et je me sens obligée parce que limite son bien-être dépend de moi et de mon coup de Voilà. fil et tout, là on n'est pas vraiment dans quelque chose de sain, on est dans quelque chose de très conditionnel et finalement c'est très fragile comme relation. C'est pas un lien authentique. Moi, ce que j'ai appris, c'est que le lien, il est là. Ouais, C'est juste qu'on l'encombre ouais, tellement ouais. qu'à un moment donné, on le voit plus. Mmh. Mais quand tu commences à plus l'encombrer, à un moment donné, il est là. Il est là, il se tient tout seul, il peut survivre bourdeau. T'as pas Mmh. grand-chose à faire. Mmh. C'est un effort que tu fais, mais naturellement, oui. C'est un peu comme des relations aussi pour moi, amicales et amoureuses. Moi, pour moi, oui, bien sûr, il y a des compromis, clairement. Il y a des efforts qui se font, clairement, mais il faut pas que ça soit forcé ou lourd ou difficile et douloureux. Heu, Quand c'est comme ça, je dis pas que la vie, elle doit être smooth tout le temps, non. Mais en grosso modo, il faut pas qu'il y ait de la douleur. Il faut pas que tu sentes que tu tires, en fait, la corde et qu'à chaque fois que tu as mal et que tu ailles guérir ailleurs. Anna, c'est comme ça que je la vois. Dis-moi, je trouve que dans des périodes dans ma vie, après je تتجر تجر 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 et à chaque fois tu te dis: «OK, il faut que j'aille me faire soigner et je reviens» et non, Mmh. non, c'est pas après chacun a le droit d'imaginer la métaphore qui lui va. Ouais. Mais et c'est bien aussi d'avoir une métaphore dans la vie, à chaque fois de se dire: «Est-ce que je tire trop? Je tire pas trop? Je rame trop? Je suis à contresens? Je suis où?» Et c'est ça, en fait, pour moi, le lien Kane, il est là. Mais il faut clairement pas l'encombrer parce que c'est super important, enfin, voilà, de laisser la lumière, en fait, tu vois, briller toute seule. Et que comment le fait que ce soit un truc de Mmh. difficile à chaque fois Et forcer. et forcé. Il Ouais. faut Ouais, en tout cas, je nous souhaite que ce soit pas un truc qui demande autant d'efforts parce que les liens les plus proches, normalement, enfin, on espère que c'est les liens où on peut déposer les armes. La vie est dure, des fois, il faut aller, être sur les gardes et méfiant et cetera, et vigilant. mais des fois, il y a des gens avec qui on a envie de se sentir à l'aise et en sécurité. Mmh. Quand c'est pas le cas, soit on va travailler dessus pour qu'on rétablisse ce sentiment de sécurité. Des fois, c'est trop dur et on doit accepter ça et Clairement. chercher ça ailleurs. Alors pour finir, parce que bon, c'est un agréable moment, on n'a pas du tout envie en fait qu'il se termine, mais je pense que voilà, inch'Allah, c'est le premier, mais ça sera clairement pas le dernier. On Inch'Allah. on on trouvera d'autres moyens voilà, de faire de belles choses ensemble. Comment on peut faire finir? Franchement, j'ai pas envie, tu vois, que ça soit quelque chose de calculé et tout. Il y a eu plein de choses qu'on a discutées. Mais je voulais un peu que tu me parles tu as parlé de ton rôle de maman, et de ce travail que tu fais. Qu'est-ce que tu peux dire, en fait, à tout parent qui est quand même un peu dans cette peur Mmh. de mal faire et de se dire, d'ailleurs Winnicott a parlé de la maman suffisamment bonne. Mmh. Pourquoi il dit suffisamment bonne? Parce que ça n'existe pas une bonne maman, en fait. Heu et j'adore d'ailleurs ce bouquin, je le recommande. Ouais. Il est excellent, je l'ai recommandé à plein de mamans et à plein d'enfants aussi, Mmh. parce que ça les a aidés à comprendre
comment leurs mamans elles sont et Mmh. pourquoi elles sont imparfaites, parce qu'elles sont censées être imparfaites. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, à ses parents? Ou même à ses enfants aussi? Mmh. Aux parents, j'ai juste envie de leur dire déjà, si vous écoutez ce podcast jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes assez engagés sur cette, volonté d'être, un parent conscient, parce que pourquoi regarder une vidéo pendant 1 heure Mmh. de 2 personnes en train de parler de ça? Donc déjà, j'ai juste envie de vous dire: soyez gentils avec vous-même. Soyez gentils avec vous-même. On est aujourd'hui dans une ère où oui, on a accès à beaucoup d'informations et on a tellement envie de bien faire, on a envie de mieux faire, mais quoi qu'on fasse, nos enfants auront leur part d'épreuves à vivre. Mmh. Et ça, c'est important de le savoir dès le départ. Il y a rien qu'on puisse faire qui va épargner nos enfants, tout comme nous. Il y a rien qu'on puisse faire qui va nous épargner de vivre certaines difficultés. J'aime beaucoup une citation que je partage aussi, avec les parents que j'accompagne, c'est: «La souffrance» non pardon, «La douleur est inévitable et la souffrance est un choix». Oui. La douleur est inévitable et la souffrance est un choix. C'est une phrase de, hem, j'oublie son nom, c'est un écrivain japonais que j'aime beaucoup. Uro ur ur ça C'est va pas venir, grave. tu On pourras le dire trouvera dans les maintenant, on a notes. accès à tout, on va trouver. Ouais. En tout cas, donc cette phrase, c'est une façon de dire, hem, c'est naturel, la douleur est naturelle. Comme on parlait de parentalité aujourd'hui, je peux dire, l'accouchement par exemple, c'est un phénomène naturel, bah, il ne vient pas sans douleur. Mais c'est une épreuve que plein de gens vivent de manière très différente selon les récits qu'on entend et c'est parce que il y a un rapport avec l'expérience qui peut être, très différent si on a de la bienveillance envers nous-mêmes. Mmh. Donc j'ai juste envie de dire aux gens, voilà, soyez gentils avec vous-même, acceptez qu'il y aura des moments difficiles. Ça ne veut pas dire que vous avez échoué, ça veut juste dire que vous êtes humain et et puis voilà, vos enfants apprendront autant de tout ce que vous avez fait de bien que ce que vous avez fait en vous trompant. Si vous modélisez, hem, que vous savez vous pardonner, ben, vous allez leur rendre un très grand service, que parce C'est que ça. c'est comme ça que vous allez leur apprendre à être humain. Mmh. C'est magnifiquement bien dit et je suis tout à fait d'accord et alignée avec ce que tu as dit. Parce que c'est ça, en fait, c'est que un enfant et moi je le vois chez mes patients qui me disent, «J'aurais aimé que mon père ou que ma mère me dise, "J'ai pas su, je savais pas, je comprenais pas"», que plutôt avoir un silence, que plutôt avoir un coup, que plutôt avoir une absence ou de la colère ou un jugement. On est maladroit, parce que un enfant, tu le ramènes où? Tu le ramènes quand même dans un monde avec tellement, tellement d'injustice et de maladresse. Mmh. Est-ce que tu penses réellement le protéger de ça? Tu ne pourras pas Mmh. et c'est pas un objet, on en a parlé tout à l'heure. Mmh. Un enfant n'est pas un objet. Mmh. Tu tu pourras jamais le posséder. Mmh. Ouais. Mis à part le fait que c'est malsain de le penser et de le faire, mais tu peux pas. On avait parlé aussi de ces parents qui investissaient en leur enfant. Pour eux, un enfant est un investissement. Mmh. Oui, dans le temps, ça se faisait. Mmh. OK, d'accord. Mmh. Mais franchement, de nos jours, Mmh. Ouais. Écoute, selon les différentes voilà, il y a des sociétés où c'est une assurance l'enfant. Parce que mmh voilà, quand on garde, cet accord entre l'enfant et le parent, bah, il est là, on peut compter sur lui dans nos vieux jours et tout et c'est vrai que c'est important. Si on vit pas dans une société où on peut compter sur un système, mmh, évidemment, ça explique que les parents, misent sur l'enfant. mmh, Mais c'est vrai que la manière dont la société évolue, ça met énormément de pression sur les enfants et autant, je suis la première à encourager les enfants à bien rendre à leurs parents et honorer leurs parents, dans leurs, vieux jours. Je pense qu'il faut aussi avoir l'autorisation de vivre sa vie et ça, c'est le plus beau cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant, c'est de l'autoriser à vivre sa vie. mmh, Parce que s'il y a pas cette autorisation, heu, c'est comme un non-dit, c'est inconscient, mais soit l'enfant qui est adulte, va le faire, mais peut-être au fond en culpabilisant ou ne va pas le faire et va mmh, peut-être passer à côté de sa vie. mmh. Donc c'est une sacrée responsabilité.
Et beaucoup de personnes pensent, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, ils pensent qu'en étant présents dans le sens où habiter avec leurs parents ou à proximité de leurs parents, bah, c'est comme si OK, je suis en train de payer ma dette, Mmh. c'est d'être là et d'être disponible et qu'au cas où il t'arrive un truc, je suis là, mais ils ont aucun lien avec leurs parents. Je le Mmh. vois, aucun. Mmh. Mmh. Aucun plaisir à leur rendre visite, aucun plaisir de voyager avec eux, aucun plaisir et c'est pour ça qu'on parle du lien. Mmh. C'est développer le lien, c'est super important et un parent aussi, parce qu'on parle que des enfants, mais un parent aussi qui une personne qui prend de l'âge et qui a un bon lien avec ses enfants est une personne qui vieillit bien, qui grandit bien, qui va aussi se porter bien dans son système Mmh. nerveux. Parce Mmh. que quand tes liens te portent, bah, ton système nerveux aussi te contient et ça se retentit sur ta santé physique et mentale. Ouais. D'ailleurs, il y a eu une étude, de Harvard sur 80 ans qui a suivi des familles pendant donc 8 décennies et les personnes qui vieillissent le mieux, c'est pas nécessairement les personnes qui mangent le plus sain ou qui font le Mmh. plus de sport et cetera, c'est les gens qui ont les liens les plus sains Oui. et les liens, c'est des relations et c'est pas que avec les enfants, c'est avec, les voisins, la famille, les Mmh. amis. C'est des gens avec qui on partage des valeurs, avec qui on partage des loisirs et effectivement, quand le parent réalise qu'il est sa propre personne et qu'il a sa propre vie, qu'il peut avoir ses propres, plaisirs et cetera, bah, ça décharge aussi l'enfant de cette responsabilité d'être toujours, là Mmh. pour lui. On est là, mais quand on est là de notre plein gré, ça détend tout le monde Mmh. et voilà, ça fait vraiment des personnes qui vieillissent mieux et qui vivent mieux que cette dernière, phase de vie, quoi. C'est sympa. Dernière petite question, bah, pour moi, mais je crois que peut-être plein de personnes auraient envie de la poser. Si on n'est pas parent encore ou pas parent tout court comme moi, est-ce qu'on peut participer à ton programme? Oui, OK. yes, il y a beaucoup de personnes qui ont fait mes programmes, mon atelier, hem, avant d'avoir des enfants ou qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants et donc quel que soit l'âge, que tu sois pas encore parent, pas parent, grand-parent, j'ai vraiment accompagné toutes sortes de Ah, personnes. c'est génial Mais ça. oui et c'est ce qui est merveilleux, je dis, donc voilà, ma plateforme s'appelle Le Parent Conscient, mais en vrai, on est le parent de notre propre enfant intérieur. Oui, Voilà, oui. donc c'est si tu as été enfant déjà, donc tu es le bienvenu dans mon programme. Bah, merci. En tout cas, ne serait-ce que pour avoir des échanges pareils et je trouve que j'ai vraiment beaucoup appris réellement de toi, durant cet épisode-là. C'était un agréable moment, et clairement, je crois qu'il y a plein de choses quand même à faire et tout. Merci pour ta générosité. Je t'ai sentie très généreuse durant cet épisode, réellement, c'est ce que j'ai ressenti le plus. Tu étais là dans le moment, il y avait une réelle écoute, un réel partage. Merci. Il y avait, tu vois, cette fluidité, et je crois que ça m'a poussée aussi, moi aussi, tu vois, de respirer, de m'ouvrir. C'est voilà, c'est hyper important les énergies. En tout cas, merci pour ton temps. Merci à toi. Et voilà, je sais pas je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter en plus. C'est important aussi d'avoir des personnes comme toi qui, voilà, qui sont généreux, pardon, de par leur savoir, leur apprentissage, leur expérience et on le sent à cette légèreté que l'on ressent. Merci. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra quand même à travers ce que l'on fait avec tellement de passion, ça se sent, bah, voilà, pouvoir sensibiliser au maximum et toucher le maximum de personnes. Merci beaucoup, Shainez. Merci. Tu as parlé de mon savoir et tout ça. Sache que j'ai presque envie de clôturer avec wallahu a'lam, avec tout ce que j'ai dit, parce que je ne partage que ce dont je suis consciente aujourd'hui et ça peut évoluer. En tout cas, j'espère que ce que j'ai pu partager aujourd'hui résonne et atterrit dans les cœurs des gens et que ça puisse éclairer les chemins. Et bon courage à tout le monde qui est sur cette quête et Mmh. voilà, merci beaucoup pour cette invitation. C'est le plus important, avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir été présents lors de cet épisode-là. Vous pouvez découvrir, Khadija Benani, sur sa plateforme Parents Conscients et vous pouvez aussi participer à ses formations. En tout cas, moi, clairement, je vais m'organiser et il Merhaba. faut juste que tu nous trouves des places et inch'Allah, on y sera et je vous dis, à très bientôt pour un tout nouvel épisode.